Je viens de terminer La Forêt sombre de Liu Cixin, le deuxième tome de la trilogie de science-fiction Le problème à trois corps. J'avais trouvé le premier tome très intéressant mais très très imparfait. Eh bien, bis repetita pour ce deuxième opus. Certains des problèmes récurrents qui étaient présents dans le premier livre sont toujours présents dans celui-ci. Certains s'évanouissent ou sont un petit peu gommés, et par contre, il y en a de nouveaux qui apparaissent. Et c'est vraiment dommage parce que le cœur de ce roman est intéressant, vraiment très intéressant. Eh ben c'est parti, on en parle. La forêt sombre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faudra attendre les toutes dernières pages de ce deuxième opus de la trilogie Le problème à trois corps pour comprendre ce titre. Alors voici en quelques mots, et sans spoil, ne vous inquiétez pas, en quoi va consister ce roman. Dans 400 ans, la flotte trisolarienne va envahir le système solaire. 400 ans, c'est assez long. Les terriens pourraient effectuer un bond technologique en avant qui leur permettrait de se défendre lorsque les forces trisolariennes arriveront. Oui, sauf que dans le premier tome, Trisolaris a envoyé des intellectrons, une espèce d'électrons intelligents, qui bloquent absolument toute recherche fondamentale sur Terre. Et sans recherche fondamentale, pas vraiment de nouvelles technologies. On peut juste améliorer les technologies actuelles, mais c'est absolument impossible d'en créer de nouvelles. Alors, est-ce que cela suffira à combattre les trisolariens? Que faire d'autre? Et comment ne pas se laisser envahir par une certaine forme de désespoir? Eh bien, c'est là toute la problématique de ce livre. Le pitch est alléchant, d'autant plus que le premier tome a quand même bien posé les bases, nonobstant tous les problèmes qu'on a déjà vus dans la vidéo précédente. La structure de ce deuxième tome est très différente de celle du premier, avec une chronologie beaucoup plus marquée. Ici, on a affaire en fait à un compte à rebours. Il y a moins de longueur, alors il y en a toujours, hein, mais il y en a moins. Il y a aussi et surtout moins de personnages, ce qui fait que c'est plus digeste. Les personnages d'ailleurs sont mieux caractérisés que dans le premier tome, notamment le personnage principal. L'auteur s'attarde assez longuement dessus dans le premier quart du livre, pour exposer son caractère, ses ambitions, ou plutôt leur absence, on va dire. Et d'ailleurs, toute cette présentation semble pas mal s'éloigner d'un roman de science-fiction. Et pourtant, tout ce qui est posé dans cette première partie est utile et va venir densifier le personnage. Moi, de mon côté, j'ai apprécié. Alors, toujours du côté du personnage, j'ai de nouveau été gêné par les noms chinois. Vraiment difficile à retenir, même si dans ce deuxième opus, il y a moins de protagonistes. Il faut aussi voir que le livre est beaucoup moins centré sur la Chine. Il y a davantage de personnages américains et européens. Alors par contre, il n'y a pas du tout de personnages africains. Il n'y a même aucune mention à ce continent. C'est assez curieux. Concernant le style, il reste tout à fait dans la lignée du premier opus. Donc il est assez lisse, fonctionnel, avec toutefois quelques petites envolées lyriques presque poétiques. Un aspect intéressant du premier tome, c'était son attachement à l'histoire, et notamment à la révolution culturelle chinoise. Dans ce deuxième opus, plus rien de tout ça. L'action se déroule dans un futur proche, puis de plus en plus lointain. On va quand même explorer à peu près 200 ans du futur de la Terre. Alors, on est vraiment donc dans de la science-fiction pure, qui s'étend même vers le space opéra en fin de livre. On est sur un roman qui s'étend sur une longue période, et par conséquent, on assiste évidemment à une évolution technologique malgré la barrière de ces fameux intellectrons. Mais aussi à une évolution sur tous les plans, hein, au niveau de la Terre, on peut bien l'imaginer, que ce soit dans la démographie, la géopolitique, la sociologie, l'écologie. Et pour être honnête, j'ai un petit peu de mal à croire à tout ça, à tout ce que l'auteur nous propose. L'envergure de tout ce qui est construit en 200 ans laisse pantois, ne serait-ce qu'en termes de matières premières, par exemple. Et l'évolution du monde aussi. Certes, il y a ce traumatisme de l'invasion prochaine, alors même si c'est dans 400 ans, des extraterrestres, mais la manière dont le monde s'est réorganisé et la pensée globale,
Bon, c'est une proposition que fait l'auteur, mais qui me semble assez difficilement crédible. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup moins terre-à-terre que le premier tome. On est beaucoup plus dans de la prospective, et encore une fois, de la prospective au doigt mouillé, très très mouillé. Et ça, eh bien, c'est bien le problème majeur du livre pour moi. Problème qui, pour d'autres lecteurs, semble être un point positif. Je trouve que l'auteur s'est posé le cul entre deux chaises dans ce deuxième tome. Alors, d'un côté, il esquisse sans cesse des concepts scientifiques. Il détaille des théories, parfois un peu fumeuses, et il semble vraiment vouloir ancrer son livre dans le réel. C'est vraiment le concept de la hard SF. Et pourtant, ce qui se dessine dans ce livre n'a pas grand-chose à voir avec le réel. On glisse petit à petit, je trouve, dans dans un conte, une espèce de fable. Il se crée un vrai et gros écart entre la partie dure du roman, la science, même si elle tend largement vers la fiction, beaucoup plus que dans le premier opus d'ailleurs, et entre la partie plus fantasque, on va dire, où les humains prennent des décisions n'ayant aucun sens, où l'échelle de développement de notre civilisation suit une courbe aberrante, où les comportements de masse semblent sortis d'un mauvais film pour ados, pas encore bien au fait des sciences sociales. Plus d'une fois, je me suis tapé la main sur le front en me disant non, il va quand même pas nous emmener dans cette direction, l'auteur. Et bim, 50 pages plus tard, on était exactement là où je craignais qu'on arrive. Alors, sans rien spoiler, toujours, je vais vous donner quelques exemples, 3 exemples. En tout cas, ceux qui auront déjà lu le livre sauront tout de suite de quoi je parle. Il y a notamment une stratégie militaire sans queue ni tête qui est élaborée à un moment. On se dit, non mais sans déconner, l'école militaire, là, ça doit pas bien aller à leur époque. Il y a une scène de combat spatial qui m'a donné vraiment l'impression de revivre le jeu vidéo Space Invaders. À l'époque de l'Amstrad CPC 6128, oui, ça remonte un petit peu. Je sais pas si... Enfin, ça a été modernisé ce jeu, vous voyez des aliens en formation rectangulaire comme ça qui descendent du haut de l'écran vers le bas et qui attendent bien gentiment qu'on les canarde les uns après les autres avec notre vaisseau. Le bruit dans l'espace aussi, à 2 reprises, en tout cas j'ai trouvé cette mention à 2 reprises. L'auteur évoque le fait que l'espace redevient silencieux après un combat spatial ou ce genre de choses par exemple. Ça fait pas très sérieux dans un bouquin qui se veut de la hard SF. Oui, ou encore assez tard dans ce deuxième tome, l'évocation du fait que pour la première fois des humains s'élancent dans l'espace pour un voyage sans retour. Vu la manière dont le système solaire a été colonisé, évidemment que des terriens sont déjà partis pour un voyage sans retour au travers de notre système. Voilà, donc il y a quelques autres petites largesses prises avec la science et avec l'intelligence aussi, je dirais. Et on sent que dans ce deuxième tome, l'auteur s'est vraiment éloigné du concept de base qui était celui de la hard SF dans le premier tome, pour glisser vers une sorte de fable, comme je l'ai déjà évoqué. Moi je trouve ça dommage, ça tranche avec la proposition initiale que j'aimais bien. Et puis encore un gros problème dans La Forêt Sombre, eh bien c'est sa fin. Ouh là 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 là. Alors j'ai même lu que pas mal de gens n'avaient rien compris au dénouement en fait. Et ça ne m'étonne pas trop. Il faut dire qu'on se tape quand même 1300 pages pour que tout se règle en 10 pages à tout casser. Et ouais, c'est expéditif. Alors heureusement, j'avais un petit peu peur, mais l'auteur n'a pas utilisé de Deus Ex Machina. Tout est relativement logique, plutôt logique, j'ai rien à dire là-dessus, et avait été bien amené si on arrive à bien lire entre les lignes. Alors moi, j'avais pas vu venir cette fin. Je m'attendais à un bon vieux gros cliffhanger qui nous emmènerait en toute logique vers le 3e tome, mais non. Il y a une vraie résolution à la fin de ce 2e tome. Et on est un peu sidéré par un sentiment de tout ça pour ça. Et d'ailleurs, à la fin de ce 2e tome, on pourrait se dire, là, c'est bon, tu nous as amené une fin qui est à peu près satisfaisante, c'est pas la peine d'enchaîner vers un 3e tome qui sera encore plus long.
parce qu'à chaque fois, on se prend 150 pages de plus et 1 € de plus. Alors certes, il y a encore des zones d'ombre qu'on pourrait explorer, des personnages qui ont été un petit peu survolés, des événements qui sont passés comme ça, comme une fleur, et qu'on pourrait détailler. Mais franchement, je n'ai pas ressenti suffisamment d'attachement à toute cette histoire pour avoir envie de prolonger l'expérience. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà commencé le 3e tome. Hein. Évidemment que je vais le lire. Et pour l'instant, l'expérience est assez particulière. Mais on y reviendra dans quelques semaines. En tout cas, concernant La Forêt Sombre, ce 2e tome, donc, il reste intéressant. Hein. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Les thématiques qui y sont développées, on a la destinée, le paradoxe de Fermi, qui est assez émoustillant pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la SF ou aux extraterrestres, pourquoi pas. Hein. Le paradoxe de Fermi, c'est le fait que on est une civilisation sur Terre qui est relativement récente par rapport à l'âge de l'univers, et il est extrêmement étonnant qu'il n'y ait pas de civilisation beaucoup plus avancée qui se situe ailleurs dans l'espace proche, qui nous aurait contactés ou dont on aurait pu voir des signes d'une manière ou d'une autre, tels que nous d'ailleurs, on envoie des signes dans l'espace. Donc pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de signes d'autres civilisations ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres civilisations, tout simplement? Donc voilà, c'est en résumé en 3 mots, le paradoxe de Fermi, donc auquel l'auteur va s'attacher dans ce roman. On nous parle un petit peu d'écologie aussi, mais vraiment un tout petit peu, parce que finalement, la réponse à la dégradation de la planète par l'homme, elle est assez simple en fait, c'est on s'en fout, il n'y a qu'à continuer. On nous parle aussi du but de la vie, du but d'une société, à quoi sert une société, de l'humanité dans son ensemble. On parle de défaitisme aussi, d'honneur. Il y a aussi quelque chose qu'on n'attendrait pas forcément dans ce type de bouquin, c'est le rapport entre le romancier et son œuvre et ses personnages. Alors tout ça est très diversifié, mais pas toujours très approfondi, et parfois ça tient moyennement debout. Et puis il y a aussi, oui, évidemment, cette question du Messie, du sauveur de l'humanité. Est-ce que le destin de milliards de personnes peut reposer entre les mains d'une seule ? Alors oui, ce bouquin a des tas de points positifs, notamment celui d'agglomérer et de moderniser des tas de concepts qui ont été déjà largement explorés en science-fiction ces dernières décennies. Je crois que tout ce que contient La Forêt Sombre, je l'ai déjà lu par ailleurs, mais Liu Cixin a su tout rassembler dans une fresque qui tient debout, malgré les petits problèmes évoqués, qui est appréciable, on se laisse embarquer dedans. Et puis, j'ai oublié de le mentionner, mais ouf, les paragraphes qui sont liés au jeu des 3 corps ont pratiquement disparu dans cet opus. Et ça, merci Liu Cixin. Alors, en conclusion, je dirais que La Forêt Sombre, il est souvent qualifié de chef-d'œuvre. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens en arrivent à ce niveau d'appréciation. De mon côté, je dirais que c'est de la science-fiction très honnête, mais qui est loin d'atteindre le panthéon du genre. Comme pour le premier ouvrage, et même pire, hein, si vous êtes allergique aux aspects scientifiques, aux théories fumeuses, aux concepts bien chiadés, fuyez. Hein. Pareil, si vous n'aimez pas les livres qui prennent leur temps, qui explorent des chemins secondaires, et voire même parfois qui se perdent dans des impasses, j'en ai relevé 2 dans ce livre, et je trouve ça appréciable qu'un romancier, et aussi que sa boîte d'édition, ose exposer et explorer de fausses pistes à cette époque où tout doit servir à quelque chose. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop ces livres qui prennent leur temps, c'est pareil, passez votre chemin. Et sinon, ma foi, je pense que vous apprécierez de découvrir ce que sont un colmateur et un fissureur, et d'apprendre la réponse qu'apporte Liu Cixin au paradoxe de Fermi. Bonne lecture!